Les vraies voix qui font bouger la France, Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Bonsoir à tous chers amis et bienvenue dans les voix de la politique. Avec moi ce soir Guillaume Bigot. Bonsoir à vous Guillaume. Auteur du livre Populophobie, publié chez Plomb. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonsoir auteur Jean-Marie. du livre, bonsoir à vous, Grande plaidoirie et grand procès, publié chez Iridium. Je me disais, il faut absolument que je m'en souvienne. Parce que... Effectivement, rappelez-vous toujours votre éditeur, ça peut vous servir. Chers amis, nous allons parler de la gauche aujourd'hui, un sujet qui vous est très cher, Nicolas Corato. La gauche n'a-t-elle vraiment aucune chance de se retrouver au second tour en 2022 ? De nombreux sondages sont publiés, de nombreuses polémiques éclatent pour qui votera l'électeur de gauche qui devra choisir entre Marine Le Pen et quelqu'un d'autre au second tour. Mais personne ne se pose vraiment la question, la gauche a-t-elle une chance d'arriver au second tour ? Lorsque l'on regarde les sondages ce soir, eh bien, tous les sondages vous montrent qu'aucun candidat de gauche, qu'il soit Jean-Luc Mélenchon, qu'il soit écologiste, qu'il soit socialiste, n'arrive ne serait-ce qu'à atteindre les 15% des voix. Ça nous rappelle un abysse entre l'époque présente et ce qui s'est passé le 21 avril. C'était en 2002. Écoutez. Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. C'était la stupeur. 21 avril 2002, le Premier ministre en titre Lionel Jospin n'est pas au second tour. Personne ne s'y attendait. Et au contraire, ce soir, en 2021, justement, tout le monde s'attend, sans le moindre suspense, à ce que la gauche n'y soit pas. Pourquoi ? Nicolas Corato. Parce que Lionel Jospin en est une des figures, même s'il n'est pas le seul responsable, parce que la gauche n'a plus parlé à ses électeurs. Parce que ça fait des années que la gauche ne parle plus à ceux qui seraient censés voter pour elle ou qui l'ont traditionnellement toujours accompagnée, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'une politique de redistribution, ceux qui ont besoin d'une politique sociale. Les classes populaires, les ouvriers. Bien sûr. Et la gauche ne leur parle plus. La gauche ne leur parle plus, ou en tout cas elle leur parle moins, ou elle leur parle et quand elle leur parle, on la traite de gauche radicale. Mais regardez, c'est un trait très intéressant entre le 21 avril, l'archive que vous avez sortie de Lionel Jospin, et le Parti socialiste aujourd'hui, qui n'a plus rien à voir. C'est un confetti aujourd'hui. Mais politiquement, la ligne politique a-t-elle vraiment changé ? Est-ce que le Parti socialiste s'est posé les bonnes questions sur sa tactique, son positionnement ? Est-ce que le Parti socialiste ne perd pas son temps sur des programmes sociétaux plutôt que sur des programmes sociaux ? Qu'est-ce que vous entendez, pardonnez-moi, par programmes sociétaux ? Les programmes sociétaux, ils sont importants. C'est tout ce qui consiste à faire avancer des sujets de société. Le mariage pour tous, la procréation médicalement assistée. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Simplement, je dis que ça va avec le programme social. On ne peut pas être François Hollande et ne faire que le mariage pour tous. Fallait faire la grande réforme fiscale, la grande réforme de justice fiscale, fallait la faire. Il ne fait que, entre guillemets, le mariage pour tous. Et donc, si je vous suis, pour vous, quand je vous pose cette question, Nicolas Corato, la gauche n'a-t-elle vraiment aucune chance d'être au second tour de la présidentielle en 2022 ? Mais vous dites qu'elle a aucune chance. Et non, assez paradoxalement, je pense que c'est le moment ou jamais où la gauche a une chance d'être au second tour, parce qu'il va y avoir, il y a déjà une attente très forte d'un discours social, d'un ancrage social, et il va y avoir très très fortement une envie de gauche. Moi, j'y crois. Je crois que le besoin de gauche, il a toujours été là. Les classes populaires, elles ont besoin plus que jamais. Et que ça pourrait marcher en 2022. En tout cas. Il va falloir simplement trouver des gens qui acceptent de les défendre et qui acceptent de prendre ce sujet à bras-le-corps. Envie de gauche, besoin de gauche, Guillaume Bigot ? Il faut peut-être définir les termes, sinon on va pas comprendre et on pourra pas débattre. Dans le micro, mon cher Bien Guillaume. sûr, on ne pourra pas débattre. Et donc, qu'est-ce que c'est que la gauche ? Est-ce qu'on peut la définir ? Oui, sans faire de remonter à l'origine à la Révolution française, faire de l'histoire ou même de la philosophie politique. Il y a deux blocs. Il me semble qu'il y a, si cette notion a un sens, il y a un bloc sociologique, c'est-à-dire que c'est quand même le parti de ceux qui défendent les gens d'en bas contre ceux d'en haut. Et il y a un bloc, on peut dire, un peu plus
idéalistes, c'est ceux qui veulent changer l'ordre établi, qui attaquent l'ordre établi pour faire advenir une société plus juste. Voilà, c'est les 2 points de repère. Pour vous, c'est comme ça que vous divisez. Bien sûr, mais pour moi, lesquels sont de pour droite, n'importe lesquels qui sont de d'autre. gauche. Voilà, exactement. Moi, je repère 3 gauches, en fait, aujourd'hui. Il y a bien sûr la gauche des écologistes, qui penche un peu plus, d'ailleurs, du côté de fabriquer une nouvelle société, quelque chose qui n'existe pas, de plus juste, voilà. Une société écologiste, en tout cas. Exactement. Il y a bien sûr ce qu'on appelle l'extrême gauche. Je ne sais pas très bien en quoi c'est de l'extrême gauche, parce que c'est pas vraiment très marxiste. Enfin, ça n'appelle pas vraiment à la révolution, mais c'est bien la France insoumise. Et puis il y a une gauche populiste qui est celle de Marine Le Pen, du Rassemblement national. Donc il y a bien 3 gauches. Pour moi, il est évident qu'il peut y avoir en 2022, contrairement à ce que vous racontez les uns et les autres, il peut y avoir 2 gauches, enfin il peut y avoir 2 candidats de gauche au 2e tour en réalité. Alors vous avez, chers amis qui nous écoutaient sur Sud Radio, entendu peut-être le rictus ou le frisson de Nicolas Corato lorsqu'il a entendu que Marine Le Pen faisait partie de la gauche. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés en tête à tête. C'est pour ça que Guillaume Bigot n'est pas avare de provocation. Mais il n'y a pas de gauche populiste. Guillaume, tu ne peux pas dire que Marine Le Pen, le Rassemblement national, est un parti de gauche. C'est un parti d'extrême droite qui a toujours, on a compris, en tout cas, été du côté des dominants, qui a toujours été poussé par les dominants et qui a toujours été une machine à faire se reproduire les dominants du système. Donc, je vous laissais répondre à cette petite provocation de Guillaume Bigot. Je ressens le débat parce que vous m'avez compris quand je vous pose cette question, mon cher Guillaume. Lorsque je vous dis la gauche a-t-elle vraiment aucune chance d'arriver au second tour en 2022, je ne parle pas précisément de Marine Le Pen, même si je comprends que vous ayez envie de... Moi non plus, je parlais aussi de la France insoumise, aussi des écologistes. Bon, revenons au terme du débat. Est-ce qu'un candidat unique dans ce cas-là, socialiste ou alors insoumis ou écolo ou alors communiste ou que sais-je, radical de gauche, aurait une chance de fédérer tout le monde ou au moins de fédérer suffisamment d'électeurs pour arriver au second tour à la place de Macron ou de Marine Le Pen? Attention, fédérer, c'est encore autre chose. Rassembler. Oui, c'est-à-dire réunir les suffrages. On a vu quand même la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a plusieurs lectures de ce qui s'est passé déjà, la précédente présidentielle. On peut aussi dire qu'il n'y a eu... Moi, c'est ma lecture, qu'il n'y a eu aucun candidat purement de droite. En 1969, quand vous aviez Poher et Pompidou, vous aviez 2 candidats et la gauche était absente. De droite. C'est-à-dire, alors je m'explique, sociologiquement des gens qui représentaient les intérêts de la bourgeoisie ou des possédants, et de l'autre côté des gens qui ne voulaient pas changer l'ordre établi mais le conforter. Donc là, cette fois-ci, la dernière élection présidentielle, François Fillon n'est pas arrivé au second tour, que je sache. Non. Voilà. Vous aviez Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Voilà. Emmanuel Macron, il avait une petite composante de gauche. Il a fait croire qu'il avait, disons, l'envie d'améliorer le sort des plus modestes, aussi en même temps, comme dirait l'autre. Et puis, de l'autre côté, vous aviez Marine Le Pen qui était carrément pour abattre. Alors, je réponds à Corato très rapidement. Bien sûr que le Rassemblement national est issu du Front national, que le Front national était marqué à l'extrême droite, c'est vrai. Mais si on va vraiment à la source, d'ailleurs, c'est plutôt du poujadisme, ces espèces de populisme des petits possédants ou on en revient toujours au Rassemblement national, c'est incroyable. On en revient toujours. Non, pas du tout, mais parce que c'est très important. On a le droit de parler de la gauche sans parler de l'extrême droite, c'est possible. Non, parce que sinon ça ne veut plus rien dire. On n'a plus le droit de réfléchir entre nous. Alors, ce terme m'intéresse. La gauche, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi, parce que là, je ne vais pas du tout vous parler du Rassemblement national. Qu'est-ce que c'est, si on reprend cette fois-ci un peu sur la longue durée? On avait à l'origine les républicains face aux monarchistes. Ça a duré un certain temps et c'était ça la gauche, les républicains. Et puis ensuite, ils ont été débordés par les radicaux. Les radicaux étaient la gauche, c'était même des fous furieux. Puis ensuite, sont devenus eux-mêmes des centristes. Puis ensuite, les radicaux ont été débordés par des radicaux socialistes. Et les radicaux socialistes ont été débordés par des socialistes. Les socialistes par des communistes. Et ainsi de suite. Jusqu'en 1991, où là, vous avez une coupure, puisqu'en fait, le marxisme-léninisme ne forme plus l'avenir d'une société plus juste, d'un côté, et n'incarne plus ou n'endosse plus la défense des petits. À partir de 1991, vous avez une cassure. Et donc, on n'est plus dans une dialectique entre la République ou la monarchie, on n'est plus dans une dialectique entre le capitalisme et un post-capitalisme socialiste, on est maintenant dans un ordre globalisé européiste pour les riches qu'incarne Macron et qu'incarne ce que vous appelez la droite, et de l'autre, différentes figures qui veulent abattre cet ordre. Ça me semble très clair. Donc la vieille gauche n'a pas de légitimité pour vous? Depuis 1991, elle ne peut plus vraiment se réclamer du marxisme. On voit l'écologie apparaître, effectivement, une espèce de succédané avec LFI, et ce populisme qui prend des visages très différents avec Trump, etc. Enfin, il y a des visages extrêmement différents. Il a des éléments, je fais concession à ça, à Corato, il a raison, des éléments très conservateurs. Pour le coup, il y a une défense de la nation, voire même de la famille, voire de ce qu'on veut. Mais grosso modo, c'est la défense des petits contre les gros. Et c'est surtout le fait de vouloir abattre l'ordre établi européen et du marché. C'est tout.
Nicolas Corato. Oui, moi je pense que l'époque est une époque propice à... Je ne sais pas si ça faut parler de fédération, parce que fédérer, ça veut dire qu'on est déjà dans un système d'alliance avec ce qui existe déjà. En tout cas, on va simplifier. Un candidat de gauche avec suffisamment de voix. Il y a de la place et il y a une envie d'un nouveau projet à gauche. Oui. Et on voit ce serait quoi? Et ce serait sur quelle thématique? Alors pour moi, il y a peut-être 3 thématiques. La première, c'est quand même la grande thématique, le grand chapeau, c'est le changement de société. Cette envie de changer la société... on est d'accord, il faut changer. Cette envie de la société, oui, mais ça va te plaire ce que je te dis. Attends, cette envie de changer la société, il a commencé avec les Gilets jaunes. D'une certaine manière, dans l'histoire très contemporaine, très récente. Les Gilets jaunes exprimaient au-delà de leurs revendications, exprimaient quelque chose de l'ordre de cette société ne peut plus aller, ne peut plus continuer comme elle va. On va dans le mur pour des raisons très différentes et très disparates. Deuxièmement, toujours dans ce changement de société, il y a un changement qui est lié par la transition écologique et par et ça, si on veut faire de l'écologie, si on veut vraiment faire de l'écologie, il faut changer la société. Et ça, on a vu que dans le confinement, il y avait quand même une réflexion dans ce pays sur le sens même de la société de consommation. Quand tout s'est arrêté, on s'est quand même demandé ce que nous étions, ce qui faisait notre essence. Est-ce que nous étions des consommateurs qui ne pouvaient plus consommer? Et qu'est-ce qu'on est quand on n'est plus consommateur qui ne peut plus consommer? On redevient un citoyen, on se pose quand même la question du pays, du régime politique, de la société dans laquelle on vit. Et puis, je pense qu'il y a un troisième point, c'est une lutte contre la réaction. C'est quoi la réaction? La réaction, c'est toutes ces forces qui veulent briser un certain nombre d'acquis sociaux, d'acquis culturels, mais aussi d'acquis politiques, d'acquis de régime, d'acquis démocratiques. Moi, je pense que, typiquement, sur le schéma des libertés publiques, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet d'ailleurs qui est partagé, je le reconnais, par Guillaume Bigot. Certains membres de l'extrême droite qui ont fait leur lit sur ce sujet. Mais la gauche, elle a quand même cette vertu-là à un moment ou à un autre, de reprendre ce flambeau des libertés publiques. Flambeau qui a été largement soufflé par une partie de ce quinquennat qui a piétiné un certain nombre de valeurs démocratiques. Je pense que là-dessus, la gauche aussi a un besoin et on peut avoir un besoin de gauche. Donc voilà, moi je crois qu'il y a vraiment... Il est arrivé aussi quelques gouvernements de gauche accusés d'avoir attenté aux libertés publiques. Mais ça a pu arriver. Mais personne n'est exempt. Je ne dis pas que la gauche est exemplaire. Je dis que le mouvement vers les libertés publiques me semble, mais je peux me tromper, plus facile aujourd'hui dans un projet de gauche que dans un projet libéral autoritaire ou dans un projet de droite que j'estime par essence réactionnaire. Guillaume Bigot. Alors sur le dernier chapitre des libertés publiques, c'est complexe parce qu'il y a finalement une sorte de justice à deux vitesses. Le parquet national financier, c'est quand même une justice qui est dotée de moyens considérables, où on va chercher la petite bête pour des... Enfin, voilà, on peut d'ailleurs dire qu'il y a des problèmes de respect des libertés publiques, mais en tout cas, grosso modo, c'est un mécanisme qui est centré sur les droits de l'individu et la protection des droits de l'individu, et qui peut même remonter au-dessus de l'État-nation maintenant avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis de l'autre côté, un déni total des libertés publiques les plus essentielles, les plus j'allais dire, les plus Là, vous parlez vitales, de la politique sous la présidence d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'état de droit est quand même une chape de plomb pour empêcher, disons, un minimum de rétablissement de l'ordre public. L'analyse de Nicolas Corato. Sur l'écologie notamment, c'est très ambivalent parce que dans l'écologie, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qu'il décrit bien, c'est-à-dire le fait de savoir à quoi sert la croissance, à quoi sert le capitalisme, est-ce que ce capitalisme n'est pas fou et sur quoi il va déboucher. Là, il y a, je pense, quelque chose qu'on peut appeler de la gauche. Mais de l'autre côté, il y a une autre dimension dans l'écologie. Il y a une dimension d'abord sociologique. On voit que c'est presque une aspiration au mieux-être, au mieux vivre de cadres sup qui ont déjà plein de choses. Alors, ils veulent améliorer, on les comprend d'ailleurs, leur cadre de vie, mais c'est une sorte de luxe finalement. Et puis, il y a une autre dimension, c'est que l'écologie plaît énormément aux grandes entreprises, aux multinationales, à l'ordre globalisé, parce que l'ordre globalisé, les GAFA et le CAC 40, ils voient comme un argument formidable pour faire sauter les États. Et bien sûr, le problème étant mondial, il faudrait une solution mondiale, donc débarrassons-nous des États et de Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous m'avez entraîné, mais c'est toujours le cas, et c'est normal, dans un petit détour, sur la gauche. On vous pose la question, la gauche a-t-elle vraiment aucune chance d'être au second tour de la présidentielle? Et vous arrivez, et pourquoi pas, sur un débat sur le thème qu'est-ce qu'être de gauche et que pourrait porter la gauche aujourd'hui? Mais toujours parce qu'on est en manque, on est orphelin d'un projet. Vous êtes en manque de gauche. On est orphelin d'un projet à gauche, il faut le définir. Très bien. Et c'est pas facile de le définir. Mais c'était mon propos, mon cher Nicolas. Une fois que vous l'avez défini, à peu près, dans les grandes lignes, on est d'accord. Est-ce que quelqu'un peut le porter? Et qui dans ce cas-là? Alors, ça peut fonctionner parce qu'il y a une forte attente, parce que je pense que rien n'est écrit aujourd'hui pour cette élection présidentielle et qu'on navigue à vue. Macron peut finir comme Churchill, c'est-à-dire qu'il aura gagné la guerre, qu'il a lui-même déclaré au virus, mais il perdra les premières élections qui se présenteront. Ça, c'est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Il y a de la place pour la gauche pour vous? Il y a de la place pour la gauche. Qui
quelqu'un qui arrivera à prendre, à porter ce projet, et de manière peut-être un peu distincte. Qui arrivera, je vais vous aider un petit peu à mettre d'accord, un écologiste de LV, un insoumis, moi je pense que ça ne marchera jamais. Il n'y aura pas de mise d'accord. C'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force par rapport à des projets. Je pense que la disruption qu'est en train d'introduire par exemple Arnaud Montebourg dans la course à gauche est intéressante. Elle est intéressante, elle plaira peut-être à Guillaume Bigot parce qu'elle sait aussi être intelligente, c'est-à-dire qu'elle sait ne pas être sectaire et aller parler à des publics qui ne sont pas nécessairement ceux traditionnellement de la gauche. Et je pense qu'il perd moins de temps à essayer de convaincre des écologistes qu'à aller travailler l'électorat populaire, par exemple, qui est parti à la droite extrême ou à l'extrême droite. Peut-être une petite piécette sur un Arnaud Montebourg, oui, par exemple. Pourquoi pas, au second tour. Oui, parce que je pense que ce qui va faire la différence, c'est l'originalité du projet, c'est le retour du projet à l'essence de ce qu'est la gauche, à mon sens, notamment au projet social. Et pas forcément le parti politique ou la machinerie derrière. Guillaume Bigot ? Alors, pour essayer quand même de revenir à la question initiale et d'y répondre, moi je vous redis, au risque de surprendre et de choquer, il peut même y avoir deux candidats de gauche, c'est-à-dire qu'il peut y avoir que si Emmanuel Macron, ça c'est une condition, n'arrive pas à incarner, à capter quelque chose de l'écologie, et les aspirations écologiques, notamment de certaines classes sociales, alors l'écologie peut lui passer devant. C'est pas impossible. Deuxièmement, Mélenchon, on sait, est une machine de guerre en campagne électorale. Donc, une fois que le diesel est lancé, bah oui, je pense qu'il va aller beaucoup plus loin que son étiage. Pour l'instant, il est entre 11 et 13%. Oui, il a démarré plus bas la dernière fois et il a quasiment passé au deuxième tour. Et troisièmement, un Montebourg, oui, il peut en effet se lancer, monter, etc. Donc c'est possible. Donc vous voyez, moi je suis en train de dire qu'il peut y avoir Jadot-Le Pen, il peut y avoir Montebourg-Le Pen, il peut y avoir Mélenchon-Le Pen. Et pour vous, c'est pas impossible. C'est pas écrit, mais c'est pas impossible. Auquel cas, on aurait une situation où il y a deux personnes qui représentent aussi aussi et surtout même plutôt les intérêts des classes dominées que des classes dominantes sociologiquement, et en même temps des gens qui voudraient changer radicalement l'ordre établi, c'est-à-dire l'ordre européen, c'est-à-dire aussi d'une certaine façon l'état de droit, il faut voir ce qu'on met dedans, et le capitalisme tel qu'il fonctionne. Ouais, peut-être Nicolas Corato. À mon avis, la condition sine qua non pour qu'un candidat de gauche soit au deuxième tour, c'est que ce candidat de gauche s'exprime vis-à-vis du bloc populaire. N'aille pas draguer le bloc bourgeois. Le bloc bourgeois, il est concentré au-dessus. Macron s'en occupe. Il est maqué. Emmanuel Macron s'en occupe. Donc il reste le bloc populaire, et il y en a un peu partout des blocs populaires. Il y en a à droite, il y en a à gauche. Donc la condition sine qua non pour qu'un candidat de gauche arrive au second, c'est parler au bloc populaire, laisser le bloc bourgeois là où il est, le laisser avec ses réformes sociétales et avancer sur les programmes économiques et sociaux que toutes les classes populaires françaises attendent. Et ce programme comporterait quelles réformes, par exemple, et quel type de réforme ? Vous avez parlé d'une réforme fiscale. Ah, mais moi je crois que c'est la première des batailles. C'est-à-dire surtout avec la condition publique, des dettes publiques et économiques que va connaître la France après 2022, il va falloir un vrai discours de gauche sur la politique fiscale. Faire payer les riches. Mais il va falloir savoir comment, qui on fait payer. C'est d'abord, 1, est-ce qu'on fait payer ? 2, si oui, qui on fait payer ? Et 3, surtout, parce que je pense que ça va être le vrai sujet, ça pas tant la dette, ça va être la redistribution, parce que rien ne dit que dans les mois qui viennent, l'économie ne va pas repartir très fort. Et là va se poser un problème de la redistribution. Et cette question, si la gauche ne la pose pas, il ne faut pas attendre le bloc bourgeois pour la poser. Vous avez 10, 15, 20 secondes, mon cher Guillaume Bigot. Si une mesure dans son programme faisait gagner un candidat de gauche, laquelle serait-elle ? Oula, la question est redoutable. Oui. Il a pas mal répondu, c'est-à-dire c'est une question dans sociologique. Le micro, mon cher Guillaume. Oui, c'est un enjeu sociologique, mais grosso modo quand même, le Mélenchon de 2022 ne sera plus le Mélenchon de 2017 parce qu'il y a ce choix quand même qui est extrêmement scabreux du communautarisme. Donc ça va à mon avis lui couper les ailes. L'écologie, on oublie trop souvent que l'écologie malheureusement pour elle, bien sûr, est dans une niche, donc a du mal à porter un discours pour la nation. Et enfin, Montebourg, il a un problème, c'est que lui, il va avoir une sorte de vote souverainiste utile, en quelque sorte, pour le plus gros candidat. Donc, si vous voulez, chacun de ces candidats de gauche peut être un petit peu auto-limité. Donc, on voit en fonction de leur thématique à eux, ce qu'il vaudrait qu'ils fassent chacun pour déverrouiller, en quelque sorte. C'était Les Voix de la Politique. Guillaume Bigot était avec nous ce soir sur Sud Radio, politologue, auteur du livre Populophobie. Pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française, publié chez Plomb. Merci également à Nicolas Corato d'être intervenu sur Sud Radio, fondateur du think tank Place de la République et auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès. C'est publié aux éditions Heredium. Merci les amis. Merci. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Tout de suite, parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.